La Russie a intensifié ses frappes sur les zones contrôlées par les Ukrainiens à Donetsk et à Kharkiv, faisant au moins 5 morts. Des perquisitions ont été menées dans les bureaux du Parlement européen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'ingérence russe. La première ministre italienne se targue d'avoir freiné l'immigration clandestine depuis son arrivée au pouvoir, un sujet au cœur de la campagne électorale. La Russie a intensifié ses frappes sur les zones contrôlées par les Ukrainiens dans le sud de la région de Donetsk. Au cours des dernières 48 heures, au moins 2 personnes, un garçon de 13 ans et un homme de 53 ans, ont trouvé la mort dans un bombardement sur un quartier résidentiel. Dans la même région, les forces russes ont également frappé un village à quelques kilomètres de l'une des principales villes de Donetsk, encore aux mains des Ukrainiens, faisant 7 blessés et endommageant une centaine de maisons. Les Russes auraient utilisé des bombes aériennes hautement explosives, les mêmes qu'à Kherson, où 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, dont des volontaires français. Les autorités locales affirment que la Russie terrorise délibérément la population en lançant des attaques même sur des localités déjà gravement endommagées. Elles ont également ajouté que les installations énergétiques continuent d'être prises pour cible. Le secrétaire d'État américain a assuré la Moldavie du soutien de Washington lors de sa rencontre avec la présidente moldave à Chisinau. Antony Blinken doit par la suite assister à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Prague. Cette visite a lieu seulement 2 semaines après son voyage en Ukraine pour assurer Kiev du soutien de Washington face à l'intensification des attaques russes dans le nord. La Moldavie redoute notamment des actions de déstabilisation orchestrées par la Russie. Moscou est également soupçonné d'être derrière de nouveaux mouvements anti-occidentaux en Géorgie. La police a effectué une série de perquisitions simultanées dans les bureaux du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg, à seulement quelques jours des élections européennes. Le député européen néerlandais Marcel De Graaf du parti Forum pour la démocratie a confirmé sur X que l'employé en question est son assistant parlementaire français Guillaume Pradoura. Celui-ci s'est défendu en déclarant qu'il n'était pas impliqué dans une quelconque opération de désinformation russe. Guillaume Pradoura avait été exclu du parti Rassemblement National en 2019 pour une photo à connotation antisémite. Il avait également travaillé comme assistant de Maximilian Krah, député du parti d'extrême droite allemand, lui-même au cœur d'un scandale pour ses liens présumés avec la Chine et la Russie. Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une vaste enquête sur une opération d'influence russe dans laquelle des députés européens sont accusés d'être payés pour diffuser de la propagande pro-Kremlin. Depuis qu'elle est devenue première ministre de l'Italie, le principal défi de Giorgia Meloni a été de freiner l'immigration clandestine. Promesse difficile à tenir compte tenu de la forte augmentation du nombre d'arrivées de migrants en provenance d'Afrique du Nord. Mais Giorgia Meloni et son parti national conservateur Frères d'Italie s'attribuent le mérite d'avoir changé l'Europe en matière d'immigration. Le gouvernement italien a fortement soutenu le récent accord entre l'Union européenne et la Tunisie, le considérant comme un succès qui a conduit à une diminution de près de 60% du nombre de migrants. Les données officielles pour les 3 premiers mois de 2024 montrent que le nombre d'arrivées a diminué de plus de moitié par rapport à la même période l'année dernière. I dati del Ministero degli Interni confermano una riduzione degli sbarchi e degli arrivi in Italia rispetto al 2023. Qual è il ruolo dell'accordo con la Tunisia in questo tipo di situazione? Molto probabilmente è dovuto ai maggiori respingimenti che stiamo osservando su quella area geografica, a un inasprimento delle pene e questo potrebbe significare una direzione dei flussi migratori verso altri paesi come per esempio la Libia. In termini politici noi abbiamo cercato di porre un rimedio, una specie di tappo a questi flussi migratori in una situazione che sembrerebbe emergenziale ma che invece è di lungo periodo e quindi bisognerebbe di investimenti di altro tipo, per esempio in welfare. Cet accord, qui a été critiqué par plusieurs organisations humanitaires et députés européens pour ne pas avoir respecté les droits de l'homme, n'est pas le seul texte législatif à avoir suscité la controverse.
L'adoption du pacte européen sur l'immigration et l'asile n'a jamais autant divisé la majorité au pouvoir et les partis d'opposition italiens. Non serve esternalizzare le frontiere, serve di creare percorsi regolari e regolati che consentano alle persone di viaggiare degnamente, arrivare nei nostri sistemi, essere utili a se stesse, alle nostre economie, ai nostri sistemi sociali, e l'Europa ha le regole e la visione politica per farlo. Crediamo che l'immigrazione sia una delle sfide più importanti, vogliamo difesa delle frontiere, interazione con i paesi di transito, meccanismi di immigrazione legale, rafforzamento delle agenzie europee che si occupano di immigrazione e poi più in generale un piano Marshall per l'Africa che consenta di avviare virtuosi percorsi di sviluppo. Des divisions au sein du Parlement italien sont également apparues à la suite de l'appel du gouvernement à développer l'externalisation des politiques d'asile comme le protocole signé entre l'Italie et l'Albanie. Une approche qui gagne en soutien parmi les États membres de l'Union européenne. La commune de Pepinster porte encore les stigmates des inondations dramatiques qui ont frappé en juillet 2021 l'est de la Belgique. L'eau est montée jusqu'au premier étage de certains bâtiments, entraînant la mort de 7 personnes, la fermeture de tous les commerces, d'une école et de l'administration locale. Les images ont choqué l'Union européenne, car ces mêmes pluies torrentielles et ces crues ont aussi touché l'Allemagne et les Pays-Bas. Le bilan est tragique, 240 décès et environ 50 milliards d'euros de dégâts. Pour le bourgmestre, autrement dit le maire de Pepinster, ce phénomène météorologique extrême a servi d'électrochoc tardif face aux conséquences du changement climatique. Je pense qu'on n'est qu'au début et qu'on doit absolument prendre toute une série de mesures bien plus importantes, je dirais bien plus fondamentales et structurelles pour qu'on puisse faire face à ce phénomène. On doit commencer par tout ce qui est aménagement du territoire, aménagement des berges, je dirais des rivières, et également, je crois que tout ce qui est ici les fagnes qui sont, je dirais, vraiment l'éponge de la région en cas de pluie, il faut que les fagnes soient retravaillées de telle sorte qu'elles jouent à nouveau ce rôle. La gestion de l'eau face à la crise climatique est au centre de la Semaine verte qui se tient en ce moment à Bruxelles. Dans un rapport publié ce mois-ci, l'Agence européenne pour l'environnement tire justement la sonnette d'alarme. 12% de la population européenne vit dans des zones à risque. Ces phénomènes extrêmes devraient se multiplier et s'intensifier à l'avenir. Or, l'Union n'est pas suffisamment prête et doit agir sur 2 fronts. Il y a 2 choses principales, effectivement des moyens financiers. Ça veut dire aussi que dans le cadre financier européen, toutes les politiques d'adaptation doivent être intégrées. Les pays doivent massivement investir dans les politiques d'adaptation. Ça, c'est une chose. Et puis d'autres choses, c'est des changements de pratique, la mise en place des solutions basées sur la nature. C'est ça qui est le plus efficace. Et donc ça ne coûte pas nécessairement plus cher, mais c'est vraiment des changements de modèle, des changements d'état d'esprit, presque des changements culturels. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les inondations pourraient s'intensifier principalement dans le nord-ouest de l'Europe et dans le centre du continent. Le parti national conservateur Fidesz en Hongrie et le parti d'extrême droite belge Vlaams Belang sont en tête des dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux à l'approche des élections européennes. Selon une analyse d'Euronews, le parti de Viktor Orban a dépensé entre 60 000 et 70 000 euros pour une campagne au cours des 30 derniers jours, soit la plus forte dépense en communication politique proposée dans l'Union européenne par Google. Le parti séparatiste flamand Vlaams Belang a lui aussi dépensé entre 50 000 et 60 000 euros pour une publicité appelant à une réduction de l'immigration et à une augmentation du pouvoir d'achat. There's been a lot of interest in how social media is used in election campaigns, particularly since the Cambridge Analytica scandal of a few years ago when this political consultancy company gained data on tens of millions of Facebook users and used it to allegedly target ads towards them and influence the outcome of elections. This has become an area of quite some controversy. Bien qu'il soit courant pour les partis politiques d'utiliser des publicités payantes sur Google, la manière dont les fonds politiques sont dépensés en ligne suscite encore de nombreuses interrogations.
clearly there are different rules in each member state about exactly what the limits for how much they can spend in a pre-election period are. But there's no suggestion that the candidates have breached any of those rules. The one thing that is outlawed by new EU rules brought in February is the use of using sensitive personal data to micro-target ads. So if you try and identify what a Facebook user's political beliefs or religious views are and direct advertising towards them based on that sensitive information, that is frowned upon, as is funding election campaigns from outside the EU, given all the allegations we've seen about Russian interference in elections. Να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο δικαιοσύνης σε κάθε χώρα, το οποίο να παρακολουθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη, τόσο σε επίπεδο ρυθμών απονομής, όσο κυρίως σε επίπεδο ποιότητας απονομής, αλλά και ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, σε σχέση δηλαδή με το αν μπορεί και πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητη η απονομή της δικαιοσύνης σε κάθε κράτος μέλος. If I am elected as a member of the European Parliament, I will still keep on fighting for the rule of law in Europe. We have to make sure that there is no rebate on the rule of law in Europe, that member states still be democracies, and we have our rule of law conditionality, and we have to keep on fighting against autocrats and for the rule of law, democracy and fundamental rights in Europe.